Bonjour et bienvenue dans Ma vie citoyenne Europe. Aujourd'hui, pour la semaine de la lutte contre le racisme, nous avons avec nous Leïla Chabi. Bonjour Leïla. Bonjour. Donc Leïla, députée France Insoumise, née à Dijon mais toulousaine, et c'est votre premier mandat. Donc ma première question c'est, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours et pourquoi l'Union européenne ? Alors, en effet, bon, je vais faire version courte, parce que si je remonte à la période dijonnaise, donc effectivement, j'étais née à Dijon, ça risque de faire un peu long si je fais toute mon autobiographie. Mais oui, c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est mon premier mandat. C'est la première fois que je suis élue, mais c'est pas la première fois que je me présente à des élections. Ça fait un certain nombre d'années que je suis engagée à la France Insoumise et puis dans ce qui était avant la France Insoumise, qui s'appelait le Parti de gauche. Mais avant ça, en fait, si on remonte un peu plus haut, j'ai commencé à m'engager, à militer, d'abord dans des collectifs de lutte contre la précarité et pour le droit au logement, où en fait, je faisais partie d'une génération qui s'attendait à arriver sur le marché du travail avec un bon diplôme en poche et à trouver facilement un logement, un emploi. Et puis en fait, ça n'a pas été le cas. Pour trouver un emploi, on se retrouvait face à des employeurs mais qui proposaient des stages. Pour trouver un logement, une fois qu'on avait enfin trouvé un emploi, on se retrouvait face à des propriétaires qui demandaient un CDI alors qu'il était devenu quelque chose de très très rare. Oui, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai cofondé les collectifs Génération Précaire d'abord en 2005, Jeudi Noir, et qui avaient pour point commun, on va dire, ces collectifs pour mettre à l'ordre du jour dans l'agenda politique des sujets qui n'étaient pas à ce moment-là considérés comme des problèmes de société. Sans avoir les leviers qui étaient les leviers traditionnels du mouvement ouvrier, du type les syndicats, parce que par principe, quand on est stagiaire, donc on n'est pas syndiqué. Quand on parle du logement, on savait qu'on pouvait on n'arriverait pas à faire une manifestation de masse. Donc on a employé des leviers d'action un peu originaux, du style visite festive d'appartements, réquisition citoyenne d'immeubles, actions symboliques dans des cantines d'entreprises stagiophages. Et donc pendant quelques années, moi j'ai d'abord été engagée sur le terrain de la lutte contre la précarité. Et j'ai fait le choix de m'engager en politique quand on s'aperçoit que si on veut que nos revendications elles obtiennent satisfaction, si on veut que le droit au logement soit pas juste quelque chose comme ça décrit de façon incantatoire dans la Constitution, mais soit vraiment prioritaire par exemple au droit de rien faire de sa propriété, fallait agir sur le terrain politique. Si on voulait que la dignité, tout ce qu'on racontait dans le mouvement social, ce soit plus que des petites victoires locales, il fallait occuper le terrain politique pour proposer un projet de société où le droit au logement serait prioritaire au droit de propriété, où chacun aurait le droit à travailler dans des conditions dignes avec le droit du travail. Et donc depuis que vous êtes ici, depuis que vous êtes au Parlement européen, qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Qu'est-ce qui vous peut-être vous réjouit par rapport à ce que vous aviez entendu, des préjugés que vous aviez peut-être, ou est-ce que tout ce que vous aviez entendu est totalement vrai ? Alors c'est vrai que, on peut se dire là dans ce que je vous racontais, quel est le lien entre le fait d'avoir un mandat au niveau de l'Union européenne et puis tout ce que je racontais sur des choses qui sont très concrètes, très liées à dont on pourrait croire que ce sont des politiques nationales. Mais c'est que aujourd'hui, en fait, l'Union européenne, les politiques qui sont décidées dans le cadre de l'Union européenne, elles ont un impact sur le quotidien des citoyens et des citoyennes en Europe. Et nous, on pense que on peut construire une autre Europe que celle qui est en cours actuellement. Parce que quand on regarde en fait les problèmes dont je vous ai parlé, les problèmes de précarité, le fait qu'il y a de moins en moins de protection sociale, le fait que c'est de plus en plus compliqué de trouver un emploi, qu'il y a de plus en plus d'inégalités dans les sociétés. Quand on regarde dans l'ensemble des pays d'Europe, on constate que c'est quelque chose qui est vécu en France, mais qui est vécu par les Espagnols, qui est vécu par les Portugais, qui est vécu par les Grecs, et qui c'est lié à des choix qui sont faits à l'échelle européenne et que nous, on veut changer. Et je prendrai un exemple, c'est le fait de dire qu'on est dans une Europe où ce qui prédomine, c'est la loi du marché, c'est la concurrence. C'est la concurrence pure et parfaite.
eh bien, c'est ce qui fait que ça vous empêche de développer des services publics. Parce que par principe, le service public, c'est quelque chose qui n'est pas lié justement à la concurrence, à la loi de la rentabilité, mais qui vous permet, quel que soit votre niveau de vie, quel que soit l'endroit où vous habitez sur un territoire, d'avoir accès à un bien fondamental. Mais pour revenir donc à votre question sur qu'est-ce qui m'a le plus surpris en arrivant, c'était ça ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Est-ce qu'il y a des préjugés que vous aviez que maintenant vous dites « Ah non, c'est exagéré » ou plutôt « Ah oui, quand même, c'est vrai » D'abord, ce qui est surprenant, mais je pense que ça aurait peut-être été la même chose si j'avais été élue, par exemple, à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est le fait d'être élu. Dès que vous rentrez ici au Parlement européen, moi, ce qui m'a surpris d'abord, c'est cette espèce d'extrême courtoisie en fait de la part du personnel du Parlement européen, du fait que quand on vous dit, qu'on vous explique que à partir du moment où vous êtes parlementaire, vous n'avez pas besoin sur des détails, de faire la queue au bar, au café. Et je pense que c'est à la fois, bon, c'est flatteur. Là, on se dit, oulala, on a une responsabilité, on a un poids sur les épaules, on est élu, il y a des citoyens qui ont voté pour nous. Et donc, disons que ça participe du sens des responsabilités. Mais en même temps, moi, je me dis qu'il faut faire très attention à ça parce qu'il y a quelque chose, un préjugé que je pouvais avoir sur les élus, c'est le fait d'être déconnecté, ce risque de déconnexion par rapport aux réalités, par rapport à la vie quotidienne des gens. Et dans cette espèce de petite bulle, en fait, dans laquelle vous pouvez facilement vous habituer, être confortable. Et je pense qu'il faut toujours prendre garde à toujours se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qui fait qu'on est là, et puis le fait qu'on est, on est une citoyenne qui, à un moment donné, a cette responsabilité-là, mais faire bien prendre garde à ne pas être déconnecté du réel et de ceux qui nous représentent. Merci beaucoup. En parlant de ce poids dont vous parliez, comment... Un poids, après, il ne faut pas non plus. Le poids. Si au bout de 2 mois, je vis ça quand même. Responsabilité. Après, poids, il y a un peu l'image de... Votre responsabilité, comment est-ce que, pour les 5 prochaines années, comment est-ce que vous allez la mettre en œuvre ? Parce que vous faites partie de la commission emploi, justement. Oui. De quelle manière, et de manière, je vais être claire, concrètement, comment est-ce que vous allez travailler sur plus d'inclusion ? Oui. Parce que c'est un peu votre combat que vous aviez déjà au niveau national. Oui, alors en fait, il y a différents leviers sur lesquels je pense que... sur lesquels j'ai envie d'agir. Il y a effectivement tout le travail dans le cadre des commissions, le travail parlementaire. C'est-à-dire que malgré le fait que... moi, je fais partie d'un groupe qui est minoritaire, malgré le fait que, quand on est au Parlement européen, c'est pas le Parlement européen qui décide de tout. Il y a ce qu'on appelle un trilogue, donc... on a au départ une proposition de directive, donc de l'équivalent de la loi au niveau européen qui vient de la Commission. Ensuite, c'est discuté entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen. Enfin, malgré ce cadre contraint, faire le maximum pour faire avancer les choses, pour faire en sorte que, en fonction des sujets qui sont mis à l'agenda, à chaque fois, on fasse en sorte d'aller vers l'intérêt général. Par exemple, très concrètement, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les travailleurs ubérisés. Cette nouvelle forme d'exploitation, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à militer, à être engagée sur les questions de précarité. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours eu des espèces de stratégies de contournement de la part du capitalisme pour faire en sorte qu'il y ait un droit du travail, mais qu'on essaie de le contourner, de faire en sorte que les gens n'aient pas la protection totale et de la protection sociale totale. Et ces dernières années, on a vu l'apparition des travailleurs ubérisés. C'est les livreurs à vélo de Deliveroo, c'est les chauffeurs Uber, qui officiellement sont des indépendants, mais qui en fait, dans les faits, sont complètement exploités par des plateformes qui ne payent pas leurs impôts dans les pays européens et qui s'assoient sur les droits sociaux. Et donc concrètement, on a une nouvelle équipe de commissaires européens. Et le sujet des conditions de travail des travailleurs des plateformes, c'est quelque chose qui est dans la feuille de route de Nicolas Schmit, qui est le commissaire notamment en charge de la commission emploi affaires sociales. Et donc moi là, disons que une des choses, mais pour vous donner un exemple concret sur laquelle j'ai envie de travailler, c'est dans ces 5 années, comment on va faire en sorte que la directive qui va sortir, la directive sur les plateformes qui va sortir, elle aille dans le sens d'une protection des travailleurs des plateformes. Et si je peux me permettre, donc un deuxième axe sur lequel je pense je peux et j'ai envie d'être utile
pendant les 5 années qui viennent, c'est en dehors du travail parlementaire, permettre de jouer un rôle de... moi, j'aime bien l'expression tisseur de colère, en fait. Et de permettre de... Il y a des luttes qui sont menées à l'échelle européenne. Justement, je vous parlais des travailleurs ubérisés. Mais souvent, c'est des gens qui ne se parlent pas entre eux. Les gens qui vont se battre contre Deliveroo à Paris, ben, ils ne vont pas parler à ceux qui font la même chose à Bruxelles, par exemple. Et je pense que le fait d'être dans une position de député européen, on peut faire en sorte de créer du lien entre toutes les revendications, entre toutes les colères, entre toutes les luttes qui ont pour point commun d'avoir comme adversaire des entreprises qui, elles, agissent pas aux échelles nationales, mais elles agissent à l'échelle européenne, justement. Donc voilà deux axes, disons, toujours penser le travail à l'intérieur de l'institution et comment on peut justement faire le lien entre les luttes concrètes sur le terrain et l'institution européenne. En parlant des luttes concrètes contre le terrain, vous avez parlé de besoin absolu d'avoir un parlementaire qui n'oublie pas d'où il vient et de ne pas être déconnecté du terrain. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce que vous allez associer la société civile, la jeunesse et le citoyen à votre travail ? Vous avez... Chaque parlementaire rentre à la maison et en plus, vous savez que depuis que la manière d'élire les parlementaires en France a changé, donc on n'est plus par circonscription, mais maintenant vous êtes parlementaire de tout le pays. Donc comment est-ce que vous allez arriver? Les autres avant n'y arrivaient pas tellement bien. Donc comment est-ce que quels sont les outils que vous allez pouvoir mettre en place? La question que vous posez, elle est fondamentale. Parce que, en effet, même moi, je serais incapable de vous donner le bilan de tous les députés européens de la dernière législature. Qui sait, quand vous allez voir les gens, moi je l'ai vu pendant la campagne, là, avant d'être élue députée européenne, me dit les députés européens, mais à quoi ça sert? Ça paraît loin. Déjà que de manière générale, il y a un fossé qui se construit, enfin qui se creuse entre les élus et puis le personnel politique, de manière générale. Ça, c'est valable, peut-être un peu moins pour les maires, mais c'est valable pour les députés nationaux, les conseillers régionaux, etc. Et je crois que ce fossé, il est encore plus grand pour ce qui concerne les députés européens. Parce que déjà, bon, ça paraît loin, ça paraît technique, ça paraît compliqué. Puis il y a l'éloignement géographique en plus, c'est à Bruxelles, c'est pas en France. Enfin, ça paraît tout ça assez abstrait. Donc ce point-là, il est fondamental. Maintenant, comment on fait ? Je pense que justement, il faut faire en sorte de ne pas de faire correctement son travail de parlementaire dans le cadre des commissions, mais de toujours penser à le travail qu'on a là, le travail que j'ai dans un quart d'heure au sein de la commission emploi et affaires sociales là cet après-midi. Comment je le connecte, comment je le rends lisible auprès des citoyens qui m'ont élu. Et ça veut dire aussi de façon concrète, pas passer... il y a le travail, les journées qu'on passe ici au Parlement européen, mais moi je sais par exemple le vendredi, il n'y a pas d'activité le vendredi au Parlement européen. C'est une journée que je consacre à des rendez-vous sur le terrain, soit pour rendre compte de mon mandat, soit pour répondre à des sollicitations. J'étais là la semaine dernière, par exemple, pour vous donner un exemple, à visiter la maison d'arrêt de Villepinte. Parce que vous savez que les parlementaires ont le droit de rentrer dans toutes les prisons, d'inspecter les prisons. Donc moi, je me suis rendue avec, à la demande de l'Observatoire des prisons qui voulait utiliser, et c'est notre rôle, les parlementaires, pour rentrer à l'intérieur des prisons et voir ce qui se passait. Donc c'est voilà, toujours penser à avoir une activité sur le terrain en dehors de ce qui se passe dans l'hémicycle, et toujours penser à ce qui se passe dans l'hémicycle, le diffuser, le rendre lisible vers l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste vous poser une dernière question. Il faudra que vous répondiez de manière très concrète et directe. D'accord ? On va y aller. Donc, étant donné que cette semaine est la semaine de lutte contre le racisme, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question de la protection du mode de vie européen. Est-ce que c'est contradictoire ? Est-ce que c'est contradictoire avec le fait d'avoir une élue comme vous et ensuite d'avoir peut-être un futur commissaire européen qui va être là pour protéger le mode de vie européen? Qu'est-ce que le mode de vie européen? Donc, qu'est-ce que vous, la France insoumise, êtes prête à le faire pour, par exemple, je sais que beaucoup de parlementaires sont contre. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour qu'il n'y ait pas ce titre
à ce portfolio? Moi, j'ai été comme beaucoup, je pense comme la plupart des gens, complètement scandalisée quand j'ai vu l'appellation protection du mode de vie européen. Enfin, ça veut dire quoi, protéger le mode de vie européen? C'est toujours en fait construire. Je pense que construire une Europe forteresse, en fait, une Europe qui voit l'autre comme une menace. Et puis. On est dans le cadre de la semaine antiraciste et de la diversité et il se trouve que ce matin, je suis tombée sur un article, une analyse de la composition du Parlement européen. Et figurez-vous qu'on n'est que 30 parlementaires européens sur 751 de couleur. Donc à ne pas avoir, justement ce que eux appelleraient le mode de vie traditionnel européen. Et je pense qu'on aura gagné le jour où c'est vrai qu'on est toujours, moi je suis personnellement toujours un peu dans l'entre-deux où d'un côté on se dit on demande le droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'on relève pas si on aura gagné le jour où on se rendra même pas compte de si je parle si un tel est noir ou si un tel est arabe ou on aura gagné ce jour-là. Mais en même temps, en attendant, je pense que c'est important de mettre le doigt là-dessus et de soulever ça. Enfin, vous imaginez quand même que la France, on est 6, comme moi, enfin voilà, comme Younous Omarjee, à être donc de couleur, même si j'aime pas vraiment cette expression-là. Et donc c'est rien du tout sur 74 députés. Et pourtant, on est juste derrière le Royaume-Uni qui a 7 députés de couleur. Donc je pense que moi, c'est un problème dont on pensait qu'il était typiquement français. En fait, c'est quelque chose qui se passe justement à l'échelle européenne. Et je crois que le mode de vie européen, si on veut plutôt qu'il soit protégé, mais appelé à se développer, ça passe par appeler à lutter contre les discriminations, contre le racisme et pour la tolérance. Voilà, merci beaucoup. C'est fini pour cette fois-ci, mais comme vous l'avez dit, pour mettre en avant votre travail. J'espère que vous reviendrez dans Ma vie citoyenne Europe. Comme ça, on pourra poser des questions quand vous serez rapporteur. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt.